C'était un véritable cauchemar. J'avais entendu des histoires concernant le Nether, des histoires effroyables que je pensais exagérées, mais je me rendais compte qu'elles n'avaient fait qu'effleurer la réalité. Ce n'était pas qu'une question de décor. Rouge sang sous un ciel noir, avec des ossements qui dépassaient parfois du sol, éclairés par des coulées de lave qui tombaient du ciel et par les lacs ardents qu'elles alimentaient. Non, ce n'était pas uniquement ça. C'était une question d'ambiance. Tous nos sens nous hurlaient que nous n'étions plus chez nous, plus dans notre monde, et que nous n'avions rien à faire ici. Dans notre dimension, il existait des créatures hostiles, des gens hostiles. Ici, c'était la dimension qui était hostile. Alors, qu'est-ce qu'on cherche dans cet enfer ? Ai-je demandé, presque surpris que Morgane n'ait pas répondu en avance. Une forteresse des anciens constructeurs, a-t-elle dit sans aucune trace de moquerie dans la voix. C'est là que l'on trouve les Blaze que nous allons devoir tuer. Comment on trouve ces bestioles ? A dit Mérida en donnant le sein à Faïline, un peu secouée par notre course chez les villageois. Et comment on les tue ? Ai-je complété. Voyez la grande silhouette noire devant, qui se découpe sur le haut de la montagne ? On marche jusque là-bas, et on devrait en trouver. Et pour les tuer, tu tapes dessus et t'espères qu'ils meurent avant toi. Super, j'adore les plans simples, ai-je dit sans masquer mon ironie. Nous avons marché, nous avons grimpé, nous sommes descendus pendant des heures. L'absence de soleil donnait l'impression que le temps n'avançait pas, c'était désespérant. Nous longions des lacs de lave qui se ressemblaient tous, dans une chaleur étouffante, et nous avions l'impression de tourner en rond. L'ennui, la faim, la fatigue, c'étaient les seuls marqueurs qui nous montraient que le temps passait dans cette dimension infernale. Mais c'était impossible de dire à quel point. Combien d'heures s'étaient écoulées ? 2, 5, 10 ? J'aurais été incapable de le dire. J'ai décidé de la première pause lorsque Mérida a trébuché sur un os qui dépassait du sol, un os qui ressemblait à s'y méprendre à l'os d'un villageois. J'ai eu tout juste le temps de la rattraper avant qu'elle ne s'écroule et, peut-être, glisse sur une pente qui l'aurait menée droit dans un lac de lave bouillonnante. Nous nous sommes reposés, nous avons grignoté et donné le sein à Faïline. C'était à son tour de porter la petite, mais j'ai hésité à la lui donner. Le regard que m'a lancé mon épouse m'a convaincu qu'il lui restait suffisamment d'énergie pour s'occuper du bébé et pour me massacrer si c'était nécessaire. Je lui ai donc tendu notre fille, et nous sommes repartis. Hors de question de passer plus de temps que nécessaire dans cet endroit épouvantable. Encore des heures de marche monotone, avec la sueur qui trempait nos vêtements, les pleurs réguliers de Faïline qui s'ennuyait dans cette atmosphère étouffante, les douleurs musculaires et la lassitude qui envahissait nos corps et nos esprits. J'en ai eu une étincelle de joie, fugace évidemment, lorsque j'ai aperçu un mouvement devant nous. C'était une bande de créatures humanoïdes avec des visages de cochons, armés d'épées en or et d'arbalètes. Ils étaient 4, et l'un d'entre eux était un enfant. Je suis resté interdit un moment. Il y avait une vie dans cette dimension ? De la vie civilisée, je veux dire. Ils couraient lorsque je suis arrivé, et ils ont eu l'air aussi surpris que nous. Un adulte, en face de moi, visiblement un mâle, a dégainé son épée en or. Et j'ai fait pareil. Les 2 femelles qui se tenaient derrière lui se sont mises devant l'enfant et nous ont visés avec leurs arbalètes. Mérida a bandé son arc. La tension était palpable et la symétrie presque bizarre. C'était comme se regarder dans un miroir déformant, le miroir du Nether. Leurs groins étaient agités, tout comme nos mains étaient moites. Leur défense dégoulinait de salive, tout comme ma bouche était sèche. Je voyais la main de mon épouse trembler légèrement sur la corde de son arc et les doigts des 2 femmes cochons qui caressaient les détentes de leurs armes comme si elles se retenaient de les presser. Il y avait pourtant quelque chose dans le regard de l'homme qui me faisait face, quelque chose qui me faisait penser qu'il ne voulait pas se battre. Il a jeté un coup d'œil derrière lui, mais ce n'était pas ses amis qu'il avait regardés, c'était bien plus haut, comme s'il surveillait le ciel. Morgane a farfouillé dans son sac et en a sorti une potion dorée. Du moins, c'est ce que j'ai cru sur le moment. Mais à bien y regarder, ce n'était pas une potion. C'était une pépite d'or qu'elle a lancée avec désinvolture au guerrier devant moi.
Tiens, mon gars, on n'est pas tes ennemis, a-t-elle dit. L'homme cochon n'a pas lâché son épée, mais son regard a suivi la courbe dessinée par la larme couleur de miel. Il s'est détendu légèrement. J'ai fait pareil. Puis, je me suis ravisé. J'ai carrément rengainé mon arme. De toute évidence, ces gens n'avaient pas envie de se battre. L'enfant s'est précipité entre nous et a ramassé la pépite d'or qu'il a aussitôt empochée. Ça m'a fait sourire. Il avait de l'avenir, celui-là. L'une des femmes a dit quelque chose dans une langue que nous n'avons pas comprise. L'homme a répondu. Puis il a avancé sa main vers le pommeau de mon épée. J'ai été si surpris par la manœuvre que j'ai réagi trop tard. Il l'avait dégainée et il tenait maintenant nos deux armes. Il m'a tendu la mienne, en me disant à nouveau quelque chose d'incompréhensible sur un ton presque paniqué. Il montrait mon fourreau en secouant la tête en signe de dénégation. J'ai récupéré mon épée sans comprendre. Il s'est retourné et m'a montré le ciel, coupé en deux par l'immense silhouette d'une montagne rouge dans laquelle on pouvait voir se découper un squelette d'une créature démesurée, morte depuis des siècles. C'est à ce moment-là qu'il est arrivé. C'était comme un nuage gris se découpant sur un ciel noir, un nuage avec des yeux et une bouche, une larme qui coulait sur sa joue et des tentacules qui tombaient vers le sol. « Un ghast !» s'est exclamé Morgan. « C'est ça que fuyaient les piglins !»« Merci pour le vocabulaire, ai-je répondu. Mais c'est logique de fuir un nuage qui pleure ? C'est le truc le moins flippant qu'on ait croisé depuis qu'on est arrivé dans cet enfer. » C'est le nuage qui a répondu à ma place. Il a ouvert la bouche et une nuée de boules de feu ont déferlé sur nous. J'ai eu tout juste le temps de bondir derrière un bloc de terre rouge pour me mettre à l'abri avant que l'impact de la première ne réduise en cendres l'endroit où je me tenais une seconde plus tôt. Les piglins se sont dispersés, Mérida a tiré une flèche qui s'est plantée mollement dans la créature et Morgan s'est précipité sur l'une des femmes cochons qui s'était fait toucher par les flammes. Elle avait sorti une potion qui brillait d'un rose doux et elle lui a fait boire presque de force. Les brûlures qui la défiguraient ont commencé à se résorber. Le piglin armé d'une épée d'or s'est mis à couvert à côté de moi et m'a parlé dans sa langue bizarre. Impossible de comprendre ce qu'il voulait. « Je pige rien à ce que tu dis, bordel !» ai-je crié, poussé par une colère née de la frustration. Une seconde flèche a frappé le ghast et il s'est tourné vers ma femme et ma fille. Une nuée de boules de feu se sont abattues sur elle. Mérida a couru pour les éviter, les impacts frappant le sol derrière elle de plus en plus proches. Ralentie par le bébé dans son dos, elle ne courait pas suffisamment vite. Je n'ai pas réfléchi. J'ai bondi hors de ma cachette et je me suis précipité vers elle pour m'interposer entre mes deux raisons de vivre et une créature de cauchemar qui vomissait des flammes ardentes. J'ai vu la dernière boule de feu arriver droit sur moi, et je l'ai frappée avec mon épée. C'était stupide, totalement instinctif, un réflexe sans queue ni tête. Mais ça a marché. À ma grande surprise, les projectiles du monstre étaient solides, un peu mous, comme un ballon d'un enfant, mais pas impalpables comme l'auraient été de vraies flammes. J'ai renvoyé la boule de feu droit vers son origine. Le ghast a poussé un cri terrible qui a fait trembler nos os et qui a soulevé de la poussière du sol. Il a pris feu instantanément, brûlant comme une balle de coton imbibée d'huile, et il s'est écrasé sur le sol avec un bruit presque doux. Les piglins se sont mis à sauter sur place en poussant des cris de joie aigus. L'homme m'a donné une grande tape dans le dos et a failli me décoller les poumons. Les deux femmes ont embrassé l'enfant et ont fait des petites courbettes devant Mérida et Morgan, sans doute pour les remercier. Soudainement, l'une d'entre elles s'est figée, son regard rivé dans le dos de ma femme. Sur Faïline, bien entendu. Elle a dit quelque chose, et tous se sont calmés et sont venus voir. Je ne sais pas s'ils pouvaient pas lire, mais ils ont reculé doucement, presque religieusement, avant de se mettre à genoux devant nous. « Ah non !» a dit Mérida sur un ton péremptoire. « Ah non, non, non. Ah ça, c'est hors de question !» Elle a attrapé la plus proche par le bras et l'a relevée de force. « Non !» a-t-elle articulé lentement en secouant la tête avec force. « Non !» S'en est suivi un échange de signes, de mimes et d'onomatopées. Moi, Morgan et les deux autres piglins, nous les regardions faire avec intérêt, nous surprenant à rire ensemble lorsque certaines postures prises par les deux femmes s'avéraient vraiment ridicules.
On se moquait, tant mieux, ça crée des liens. Mais en attendant, Mérida et Naf, qui avaient réussi à échanger leurs noms dès le début de l'échange, parvenaient à communiquer. Et ça aussi, ça crée des liens. Il a fallu un certain temps, mais nous avons appris leurs noms. L'homme s'appelait Ham, l'autre femme Boule de Neige et le petit Plopper. Ils formaient une famille, et, malgré tous nos avertissements, ils insistaient pour nous accompagner. La forteresse était gigantesque. Des murs de pierre noire posés sur un sol couleur de sang qui s'étendaient à perte de vue. Tellement gigantesque que les lignes de fuite nous donnaient l'impression qu'elles rétrécissaient jusqu'à ne plus former qu'un point à l'horizon. Et il allait falloir trouver un truc là-dedans. Je doutais soudainement que nous ayons pris assez de vivres. Mais je m'inquiétais peut-être pour rien. La famille Piglin, qui avait visiblement bien compris de quoi nous avions besoin, avait l'air de savoir où ils allaient. Et ils nous ont montré un passage qui s'enfonçait dans le sol et qui passait sous les épaisses fortifications. Même l'odeur, entre le soufre et la pourriture, était immonde. Nos pas résonnaient dans cet étroit passage où nous ne pouvions progresser qu'en file indienne, et nous avions l'impression de prévenir tout le monde à 50 mètres à la ronde de notre arrivée. Ham ne lâchait plus son épée, et je l'imitais. Il connaissait ce monde bien mieux que moi, et s'il pensait qu'il y avait un danger, il avait probablement raison. Et s'il ne gardait sa lame en main que pour se rassurer, eh bien, ça marchait pour moi aussi. Nous avons débouché dans une cave où il n'y avait pas la moindre lumière en dehors de celle de nos torches. Cet endroit avait des airs de tombeau. Les Piglins, Naf en première ligne avec moi à ses côtés, nous guidaient à travers ce dédale gigantesque et parfaitement vide. « Mais qui a bâti cette forteresse ?» ai-je murmuré. « Tout porte à croire que ce sont les anciens constructeurs, » a répondu Morgan. « Vous ne me répondez plus en avance, vous ?» J'étais soupçonneux et elle a rigolé, de son petit rire sec qui m'insupportait. « Évidemment que non. Vous avez vraiment cru que l'effet de la potion durait des années ?» J'hésitais sur la conduite à tenir, vexé ou soulagé, lorsqu'un squelette de 2 mètres de haut, large comme un bloc de fer et noir comme la suie, m'a sauté dessus. Il se tenait contre le mur, du sombre contre du sombre dans du sombre, et je ne l'avais pas vu avant le dernier moment. Personne ne l'avait vu. Il a frappé avec une longue épée noire, et j'ai eu tout juste le temps de dévier le coup. Toutes mes articulations ont été secouées, et la douleur s'est mêlée à celle déjà bien présente due à l'épuisement. Il a enchaîné ses attaques avec une vitesse impressionnante, et je n'arrivais à rien d'autre qu'à me défendre désespérément. À côté de moi, Naf a tiré un carreau d'arbalète qui a ricoché sur son crâne épais. À chaque impact, une légère poussière grise était arrachée à la créature et flottait dans l'air épais et chaud du Nether. Encore un coup que j'ai évité en me déportant contre le mur. Je n'avais plus d'échappatoire. J'ai entendu un cri et j'ai reconnu la voix de Ham, mais j'étais trop occupé à dévier le coup suivant pour essayer de le comprendre. L'épée noire a glissé le long de ma lame qui commençait à avoir de nombreux accrocs, et sa pointe a mordu mon avant-bras, ouvrant une belle estafilade qui s'est aussitôt mise à saigner abondamment. Pendant un instant, j'ai eu peur pour ma vie, et l'instant suivant, j'ai réalisé que si je tombais, ma femme et ma fille suivraient probablement, et ça m'a glacé le sang. J'ai redoublé d'énergie pour repousser les attaques ennemies, mais j'étais toujours dans l'incapacité totale de répliquer. Je me suis rendu compte que Naf n'était plus à mes côtés et que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un carreau frapper le squelette. Elle avait dégagé le passage pour Ham, qui a hurlé un puissant cri de guerre avant de charger et de donner un énorme coup à l'aide de ses défenses. J'ai écarquillé les yeux en le voyant foncer, tête la première, sur notre ennemi. Mais ce n'était pas un villageois. Il y avait des différences entre nous, et de toute évidence, la solidité de la face et des dents démesurées en faisait partie. Le squelette a été déséquilibré, et la pluie de coups qui s'abattait sur moi s'est calmée un instant. Ça a été court, mais ça a suffi pour reprendre mes esprits et le contrôle du combat. J'ai asséné un puissant coup de taille qui a cassé 2 côtes à la créature. Pendant ce temps,
Ham avait planté son épée dans le crâne noirâtre et la tournait dans tous les sens pour élargir le trou. Les blessures étaient atroces, mais le monstre se battait toujours avec acharnement. Et ça a été au tour du piglin de devoir dévier une attaque avec son épée d'or. Une flèche tirée par Mérida s'est plantée en plein dans le trou laissé par la lame, sans arrêter notre assaillant non plus. J'ai vu du coin de l'œil Morgane hésiter à lancer une potion rouge. Je partageais ses doutes. Une potion de flamme serait sûrement efficace, mais dans un espace aussi exigu, elle nous toucherait autant que le squelette. J'ai profité de la fraction de seconde offerte par Ham qui se faisait à nouveau frapper pour armer le coup le plus puissant possible, et j'ai visé les cervicales. Mission accomplie. La tête à la couleur malsaine a volé dans les airs avant de s'écraser au sol avec un bruit creux. Le reste des ossements animés s'est écroulé en un tas informe. « Mais qu'est-ce que c'était que ce truc ?» me suis-je exclamé en regardant le cadavre éparpillé devant moi. « Tout porte à croire que ce sont les anciens constructeurs », a répondu Morgane. Évidemment, cet endroit n'avait pas seulement l'air d'un tombeau, c'était un tombeau. Boule de Neige a poussé un petit cri aigu en se précipitant sur moi. Elle a décroché la gourde qui pendait à sa ceinture, m'a attrapé le bras d'autorité et m'a versé de l'eau sur ma plaie en la frictionnant vigoureusement. J'ai grimacé de douleur. Elle n'y allait pas de main morte, ou de patte morte, je ne savais pas trop, mais je me suis laissé faire. Encore une fois, nous étions chez eux, et il y avait probablement une bonne raison à ce qu'elle faisait. J'ai senti une vague de terreur me traverser en réalisant que ces squelettes gris foncé propageaient peut-être une maladie terrible. Je l'ai laissé me frotter la plaie aussi longtemps qu'elle l'a voulu, sans me plaindre, sans gémir, sans même frémir. Et lorsqu'elle s'est enfin arrêtée et m'a posé un cataplasme recouvert d'un bandage, j'avais presque envie de prendre leur lait. Mais une lumière orange et mouvante s'est dessinée au fond du couloir devant nous. Ham m'a dit un truc, Morgane a confirmé. « C'est un blaze, tenez-vous prêts !» Elle a rangé sa potion rouge pour en sortir une bleue. Une créature étrange qui ne ressemblait ni à un piglin, ni à un spectre, ni à une flamme, mais à une espèce de mélange contre nature entre ces trois entités, s'est précipitée vers nous à toute vitesse. Il planait au-dessus du sol en soulevant une légère poussière, et il se déplaçait sans un bruit, bien plus vite que je n'aurais pu courir. Mais lui, contrairement au squelette, on l'avait vu venir, et on l'attendait. Les flèches et les carreaux ont commencé à le frapper avant qu'il n'arrive sur nous. Ham et moi, nous étions mis en première ligne, protégeant les tireuses, et nous avons attendu qu'il arrive au contact. Au dernier moment, alors que le monstre s'apprêtait à nous frapper avec l'un de ses nombreux membres qui ressemblait à une barre de fer enflammée, la potion bleue lui est tombée dessus, et il s'est retrouvé sous une véritable douche d'eau glacée. J'ai frissonné rien qu'à cause des éclaboussures qui me sont tombées dessus. Mais le Blaze, lui, il s'est littéralement recroquevillé en poussant un hurlement terrible et totalement inhumain. Ham et moi nous sommes acharnés sur lui sans la moindre pitié, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un petit tas de baguettes et de sable noir. Morgane a joué des coudes pour remonter jusqu'à nous et s'est penchée sur la poussière. Elle a fouillé un peu dedans, avant d'en ressortir triomphalement un fragment impossible à identifier qui brillait d'une lueur de feu. « Parfait! On peut repartir !» Ham a montré le couloir, dans la direction d'où nous venions, en émettant quelques mots bizarres mais clairement interrogatifs. « Oui, c'est ça !» a confirmé la sorcière en montrant la même direction. « On s'en va !» Les piglins nous ont accompagnés jusqu'au portail, mais au moment de nous dire adieu, ils ont montré Faïline en baragouinant des trucs incompréhensibles. Leur intention était claire, ils venaient avec nous. « Nous sommes déjà des parias chez nous, » a dit Mérida. « On n'est plus à ça près, et on leur doit la vie tout de même. Je doute que nous ayons réussi à ressortir de cette forteresse sans eux. » Elle n'avait pas tort. J'ai donné une tape sur l'épaule de Ham et il m'a fait un large sourire plein d'énormes dents pointues. Notre périple n'était pas terminé et j'étais plutôt content de les garder à mes côtés. Nous sommes donc rentrés chez nous, accompagnés de toute une famille de piglins. J'ai soupiré d'aise en respirant l'air frais de ma dimension, avant de me rappeler que nous émergions en plein milieu d'un village particulièrement hostile. « Courez !»
ai-je crié à mes compagnons. La place était presque déserte, mais elle ne le resterait pas longtemps. Les villageois étaient principalement occupés à reconstruire leurs maisons brûlées ou détruites par les explosions de creepers. Mais je ne doutais pas qu'ils n'hésiteraient pas un instant à faire une pause pour massacrer les responsables de cette situation. Sous le nez d'un vieux guerrier usé, assis sur la margelle d'un puits, nous nous sommes précipités vers la forêt. Des cris retentissaient derrière nous, mais la surprise de voir apparaître les piglins à notre suite a calmé leurs ardeurs, et ils n'ont pas mis beaucoup d'enthousiasme à nous poursuivre. 1 heure plus tard, nous étions bien installés autour d'un feu de camp, en train de faire cuire de la viande de poulet, car je n'avais pas voulu sortir le jambon de mon sac devant les hommes cochons. On savait jamais. Morgane ne disait pas grand-chose. Elle travaillait sur un petit objet qu'elle fabriquait avec la poudre de Blaze et un petit bloc vert qui ressemblait à un œil. Nous avons fini par nous coucher, et ce n'est qu'à notre réveil qu'elle a brandi un objet étrange, qui rayonnait d'une énergie indéfinissable, et avec un petit sourire victorieux, elle l'a lancé au-dessus de sa tête. À ma grande surprise, l'objet est resté en suspension à 2 blocs de hauteur, légèrement plus haut que nos têtes, et il s'est doucement décalé vers l'ouest. « Voilà !» s'est exclamée la sorcière comme si elle nous dévoilait un tour. « Il nous suffit de le suivre, et il nous mènera vers un portail de l'End. » Mérida donnait son biberon à Faïline, et les piglins ne la comprenaient pas. Du coup, c'est moi qu'elle a regardé. Super. Je ne savais absolument pas quoi dire. J'étais pas du matin. Pfff, a soufflé Morgane un peu vexé. Allons-y alors, puisque la création d'un œil de l'Ender ne vous impressionne pas plus que ça. C'est que les trucs impressionnants, on les enchaîne avec un sacré rythme depuis quelques jours, me suis-je excusé. On finit par s'habituer. Elle n'a pas répondu. Elle s'est levée et s'est mise en route à la suite de son orbe lumineuse. Et nous avons marché à nouveau, pendant des heures, des jours, des semaines. Nous avons traversé des plaines, des forêts, des jungles, des marais, des déserts, observé des paysages magnifiques, des couchers et des levées de soleil somptueux. Nous avons dormi dans des grottes que nous fermions avec des blocs de bois. Nous avons dormi en haut des arbres. Nous nous sommes défendus contre l'attaque d'araignées géantes et nous avons fait fuir une caravane villageois. La seule rencontre qui s'est bien passée, plus ou moins, a été avec un marchand itinérant qui nous a vendu de la nourriture fraîche et quelques boissons. Nous avons tout juste eu le temps de le payer avant qu'il n'aperçoive la tête de Faïline et qu'il fuit en courant. Mérida, qui s'était parfaitement habituée au visage impossible de notre fille, l'a regardé d'un air sévère et plein de jugement. Ça m'a fait sourire. Et puis, un jour, Morgane s'est arrêtée net. Son orbe planait juste au-dessus de sa tête et n'avançait plus. « On y est !» s'est-elle exclamée avec emphase. J'ai regardé tout autour de moi, en même temps que Mérida. Nous étions au milieu d'une plaine, il y avait de l'herbe, des jolies petites fleurs, un mouton non loin, mais c'était tout. Oui, bah là je peux répondre à ta question en avance, même sans potion, a dit la sorcière. Il faut creuser. C'est bien une pioche qui dépasse de ton joli sac, non ? Moi, faut que je nourrisse Faïline, s'est empressé de dire Mérida. J'ai soupiré lourdement, et j'ai commencé à piocher pendant que tout le monde me regardait faire. On aurait dit des travaux dans l'avenue principale du village. J'ai creusé jusqu'à la fin de la journée. Dans la vie, il y a ceux qui ont une excuse et ceux qui creusent. Moi, je creuse. Ce n'est qu'au moment où Mérida et Morgane commençaient à regarder le soleil approcher de l'horizon en se demandant s'il n'allait pas falloir trouver un abri que ma pioche a heurté un mur de pierre. Un mur de pierre, 25 blocs sous le niveau du sol. Je l'ai percé à coups de pioche et nous sommes arrivés dans un fort enterré, entièrement fait de roches grises et ternes. Des couloirs sans fin, vides et lugubres, où le moindre son se réverbérait pendant de longues minutes. Au moment où il l'a compris, Plopper a poussé un cri strident et nous avons tous sursauté violemment. Même ses parents l'ont regardé avec de gros yeux en poussant des grognements énervés, mais le petit rigolait tout seul en écoutant le son de sa voix faire des échos de plus en plus lointains. Il a ouvert la bouche pour recommencer et son père a gueulé « Bargue !» D'accord. Donc Bargue, ça veut dire non. C'est un début.
À part une ou deux araignées et un pauvre squelette isolé dont nous nous sommes débarrassés très vite, personne ne nous a mis de bâton dans les roues et nous avons fini par trouver la salle du portail. Une salle comme les autres, grise et terne, sans décoration ni meubles, sans rien, excepté un portail horizontal comme un matelas posé au sol. Il était entouré de blocs verts et blancs et s'ouvrait sur un voile noir et étoilé, comme un ciel nocturne. Ça y était, la dernière étape de notre voyage était là. Il nous suffisait de faire un pas. Bon, quelque chose à savoir avant d'y aller ? Ai-je demandé à Morgane. Aucune idée. La seule chose que je sais, c'est que c'est le dernier endroit où trouver des anciens constructeurs. Ma connaissance encyclopédique du monde a tout de même ses limites. J'ai toussé devant la vantardise, mais son petit sourire satisfait m'a dissuadé de discuter. J'ai dégainé mon épée, et j'ai fait ce fameux pas. Le monde s'est à nouveau brouillé, de la même façon que lorsque nous avions passé le portail du Nether, et nous avons débarqué dans le néant. De la roche jaune pâle, maladive, recouvrait absolument tout. Il n'y avait ni plantes, ni même d'ossements ou de lave comme dans le Nether. Il n'y avait rien que cette roche qui s'étendait jusqu'à ce qu'elle soit dévorée par les ténèbres. J'ai froncé les sourcils et essayé de voir plus loin. Le sol irrégulier ne disparaissait pas dans le noir absolu du ciel, non, il s'arrêtait net. Nous étions sur une île qui flottait dans la noirceur la plus totale. J'ai frissonné pendant que les autres apparaissaient derrière moi. Mérida m'a posé une main sur l'épaule, un geste doux et tendre, un geste qui me signifiait que nous étions tous les deux dans la même barque, tous les trois même. Ensemble, quel que soit l'avenir, nous l'affronterions et nous nous en sortirions. « J'aurais au moins vu ça avant de mourir !» s'est exclamé Morgane en apparaissant, comme si c'était une bonne nouvelle. Les piglins ont fait des bruits étonnés dans leur propre langue, mais ils n'avaient pas l'air aussi traumatisés que nous. Ils étaient plus étonnés par la couleur du sol que par celle du ciel, ce qui n'avait rien d'étonnant étant donné l'endroit d'où ils venaient. J'ai cru voir un mouvement, une ombre sur une ombre, du noir dans les ténèbres. C'était comme une chambre sans la moindre lumière. Si on ouvre les yeux, on croit voir des choses. Certains disent que dans l'obscurité la plus totale, on peut voir les esprits. Mais j'ai de gros doutes. Seulement là, je voyais bien quelque chose. Soudainement, j'ai vu, j'ai compris, et ils me sont apparus dans toute leur horreur. Des silhouettes noires comme la nuit, grandes et longilignes, avec deux yeux violets qui flottaient dans les ténèbres, comme des étoiles malsaines. Une fois que j'ai appris à les repérer, j'en ai vu partout. Je me suis retourné, il y en avait autant derrière nous. À droite comme à gauche, debout sans bouger sur le faîte des collines de pierre, dans les creux, partout. Nous étions entièrement encerclés par les Endermen qui se tenaient là comme des statues indéniablement vivantes. « Ne les regardez pas !» a crié Morgane. « Surtout ne les regardez pas dans les yeux !» J'ai baissé la tête et je me suis jeté sur Am et Naf. Je leur ai fait des signes frénétiques pour qu'ils regardent leurs pieds. Mais le piglin a levé la main vers le ciel, bouche ouverte, les yeux fixes, l'air profondément choqué. J'ai suivi la direction qu'elle me désignait et je l'ai vu. Un immense dragon qui tournait au-dessus du centre de l'île, survolant de gigantesques piliers d'obsidienne surmontés de cristaux brillants. Encore une fois, tout était de couleur sombre, presque invisible dans la nuit éternelle qui régnait en ces lieux. Là, je suis pas certaine qu'on fasse le poids, a murmuré Mérida. J'étais totalement d'accord avec elle, mais ce n'était pas lui que nous cherchions. Morgane, où sont les anciens constructeurs ? Il faut qu'on s'éloigne. La sorcière m'a regardé avec un drôle d'air avant de répondre d'un air lugubre. Tout autour de nous ? Les Endermen. Les Endermen étaient les anciens constructeurs. Ces créatures cauchemardesques qui apparaissaient et disparaissaient sans crier gare, incapables de parler. L'un d'eux s'est matérialisé juste à côté de moi en faisant un léger bruit aigu, distordu, et j'ai failli le regarder dans les yeux. Ils étaient de plus en plus nombreux, de plus en plus proches. Nous étions environnés par des dizaines et des dizaines d'entre eux, tous tournés vers nous. J'ai vérifié que tout le monde avait bien les yeux baissés.
Les piglins formaient un cercle et ne regardaient qu'eux-mêmes. Morgane savait ce qu'elle faisait, Mérida me faisait face, les yeux rivés sur le sol, avec Faïline fermement attachée dans son dos. Faïline, qui regardait droit vers les créatures des ténèbres. Celui qui était apparu avec nous avait fait le tour de ma femme et s'était planté juste devant son dos, qu'il regardait fixement. Un point de glace s'est refermé sur mes entrailles, et une vague de sueur glacée m'a fait frissonner de la tête aux pieds. Faïline le regardait, droit dans les yeux, sans aucun doute. « Chérie, ai-je commencé d'une voix blanche. J'ai été interrompu par l'arrivée des Endermen. Ils se téléportaient vers nous en masse, et en un fragment d'instant, nous nous sommes retrouvés au centre d'une foule d'êtres terrifiants qui semblaient ne pas se préoccuper de nous. Ils venaient voir ma fille, qui a gazouillé joyeusement. Je n'osais pas faire un geste de peur de rompre le charme. Si les habitants de l'End nous attaquaient, ils nous submergeraient sans le moindre effort. La foule qu'ils composaient grandissait encore. Je l'entendais à chaque fois que l'un d'eux se téléportait. Mais ils étaient maintenant si nombreux que je ne voyais plus la limite de leur groupe. À partir de là, je ne sais absolument plus ce qui se passe, a soufflé Morgane. Une main noire et décharnée s'est tendue dans le dos de Mérida, vers ma fille. Je me suis précipité pour m'interposer. « Ne la touchez pas !» ai-je crié. Mais j'ai vu sa petite main potelée, aux formes si étranges, se tendre vers le membre qui semblait composé de ténèbres rendues vivantes, et son petit doigt, si minuscule, si fragile, est venu effleurer l'Enderman. À l'instant du contact, les Endermen se sont tous mis à hurler en même temps. Le vacarme a été assourdissant, et je suis tombé à genoux, les mains sur les oreilles, persuadé que notre dernière heure était arrivée. Les autres ont fait pareil, personne n'étant capable de résister à une telle cacophonie. Mais il se passait quelque chose, autre chose. C'étaient les Endermen qui changeaient, qui se tassaient jusqu'à faire une taille normale, qui s'élargissaient jusqu'à acquérir des proportions d'un homme, et leur surface pâlissait jusqu'à devenir des peaux aux nuances variées. Je me suis redressé, en même temps que mes amis, pour voir Faïline, qui était sortie de l'écharpe nouée qui lui servait de berceau contre le dos de sa mère, et qui flottait entre les Endermen en train de redevenir humain. Elle riait et gazouillait en agitant ses petites mains dans tous les sens. Au bout de quelques minutes, il ne restait plus autour de nous que des dizaines d'hommes et de femmes, faibles et essoufflés, qui se regardaient les uns les autres avec des sourires extatiques, libérés qu'ils étaient d'une malédiction qui les avait frappés des siècles plus tôt. L'un d'eux, un vieil homme ridé et courbé, acclamait. « Notre pénitence est enfin terminée. Nous avons opté pour la facilité, pour le moindre effort. Nous avons opté pour les cubes. Il est temps de rentrer chez nous et de réapprendre à vivre avec les courbes. » L'acclamation qui a suivi, à nouveau, nous a vrillé les tympans, mais c'était une acclamation de joie. J'ai construit autour de moi un mur pour me protéger. Il ne m'a fallu que quelques secondes, c'était extraordinaire. Les boules de flammes blanches du dragon ont frappé ma protection sans me faire le moindre mal. Naf et Boule de Neige tiraient autant qu'elles le pouvaient sur le monstre pour l'occuper, pendant que nous détruisions les cristaux en haut des tours d'obsidienne. Mérida tirait dessus avec son arc, et moi je faisais ce que je pouvais pour la protéger. Des cubes violets, sautillants, qui essayaient de nous dévorer tout en tirant des projectiles qui nous faisaient voler dans les airs, avaient débarqué par centaines à l'instant où nous avions attaqué le dragon. Les anciens constructeurs les repoussaient et formaient autour de nous un champ de bataille qui s'étendait sur des centaines de blocs et formait l'arène qui nous opposait au seigneur de ce monde. Un champ de bataille rond. Cette notion était réapparue en même temps qu'eux. Ceux qui passaient leur défense devenaient un problème pour moi et Ham. Nous les découpions à l'épée pour protéger les autres qui tiraient sur les cristaux ou le dragon. « Arthur !» a crié Morgane en m'attrapant soudainement par l'épaule. Dans la folie de cette bataille gigantesque, j'ai failli la frapper avant de réaliser qu'elle n'était pas un ennemi. « Quoi ? Prends ça ! Il faut aller détruire le dernier cristal. On ne peut pas l'atteindre d'en bas. Il est protégé par une cage de fer. »
Elle m'a mis d'autorité une poignée de sphères vertes dans la main. Elle ressemblait à celle qu'elle avait utilisée pour fabriquer l'œil de l'Ender. « Lance-la sur le haut du pilier et ne rate surtout pas ton coup !» a-t-elle hurlé dans mes oreilles, juste avant de retourner aider les piglins qui étaient pris dans le souffle du dragon. J'ai détruit quelques blocs de pierre, je les ai ramassés et j'ai construit une petite muraille au pied de la tour d'obsidienne. Les anciens constructeurs nous avaient montré comment faire. C'était une sensation grisante, magique, unique, mais aussi une sensation qui donnait l'impression que nous avions toujours su le faire. C'est juste que nous n'y pensions plus. À l'abri de ma petite maison sans toit, j'ai attrapé l'une des sphères et j'ai visé le sommet de la colonne. Que c'était haut! Que j'ai regretté que les anciens constructeurs aient perdu leur capacité de téléportation en même temps qu'ils avaient retrouvé leur humanité. « Je n'arrive pas à l'atteindre, les barreaux sont trop serrés !» m'a crié Mérida. « Je sais, je m'en occupe !»« Mais comment ?» J'ai lancé ma bille. Elle s'est élevée facilement, longuement, avant de retomber vers le haut du pilier. J'ai eu un instant d'angoisse. J'avais tiré trop loin. Elle allait passer de l'autre côté et retomber sur les anciens Endermen qui se battaient avec nous. Qu'allait-il se passer? Est-ce que cette sphère allait exploser au milieu de nos alliés? Mais non, au dernier moment, elle a heurté le bord du pilier. Je n'ai pas eu le temps de soupirer de soulagement. Je venais d'apparaître à l'endroit exact où la petite sphère s'était écrasée, juste au bord d'un précipice d'une 40aine de blocs. J'ai basculé vers l'avant, battu les mains comme un oiseau en essayant de reculer. « Arthur !» ai-je entendu hurler très loin en dessous de moi. La voix de ma femme, qui portait ma fille dans son dos, les deux lumières de ma vie, mon soleil et ma lune, hors de question de tomber. J'ai plié les genoux, basculé en avant et je me suis retourné en même temps. Mes mains ont agrippé le rebord et j'ai réussi à remonter sur la plateforme minuscule, perchée à une hauteur terrifiante. J'ai sorti ma pioche de mon sac et j'ai détruit la cage et le cristal dans la foulée. Le dragon dans mon dos a poussé un hurlement de rage désespéré et j'ai entendu le battement de ses ailes membraneuses se rapprocher de moi. Il me fonçait droit dessus. Tant pis, même si ça devait être la dernière chose que je faisais dans cette vie, j'allais m'occuper de lui et libérer ma famille de son emprise. Seule sa mort pouvait rouvrir le portail qui nous ramènerait chez nous, avaient expliqué les anciens constructeurs. Il était le responsable de la malédiction qui les frappait. Ils avaient fait disparaître les courbes, le dragon les avait fait disparaître à leur tour. J'ai serré mon épée dans ma main droite jusqu'à me faire blanchir les phalanges. J'ai reculé de 2 pas pour prendre mon élan, et je me suis élancé pour me jeter sur son dos, l'âme brandie au-dessus de ma tête. « Barg! Barg !» ai-je entendu aboyer. J'arrivais sur le bord de la plateforme et j'ai jeté un coup d'œil en bas. Am me faisait des grands gestes frénétiques et me montrait un trou dans le sol qu'il venait de creuser. Je ne sais toujours pas aujourd'hui pourquoi je l'ai écouté. Non, non, avait-il crié. Et je n'ai pas sauté sur le dragon. J'ai sauté dans son trou. « Morgane !» a crié Am pendant que je tombais, avec un drôle d'accent rugueux. Ma chute semblait se dérouler au ralenti. J'ai vu le piglin montrer le trou à la sorcière, qui a aussitôt lancé une fiole bleue. J'ai fermé les yeux à l'approche du sol, et j'ai imaginé les visages de Mérida et de Faïline. J'y arrivais plus facilement maintenant que la malédiction était levée. C'était fini. Oh putain, c'était froid! Au moment où je pensais frapper le sol avec assez de force pour m'y écraser comme un fruit trop mûr, je me suis retrouvé dans de l'eau, et elle a amorti ma chute. « Purée, mais elle est gelée !» ai-je hurlé en ressortant la tête. Devant moi se tenaient ma femme et ma fille, exactement comme je les avais imaginées, rayonnantes, aux côtés d'une sorcière, d'une famille de piglins qui se tapaient dans les mains en poussant des cris de joie, et d'un dragon écrasé au sol, ne laissant derrière lui qu'un portail d'énergie vibrante qui allait nous ramener chez nous. Un portail qui allait tous nous ramener chez nous. Une famille de villageois, une famille de piglins, une sorcière solitaire et des centaines d'humains. Entre le retour des anciens constructeurs et celui des courbes, le monde allait drastiquement changer. Mais j'étais heureux de pouvoir le voir avec ma femme, ma fille et plein de nouveaux amis.